À l'occasion de la sortie de Stigma, j'ai eu l'occasion d'interviewer Quentin Rigaud, auteur, dessinateur et streamer sur Twitch. Alors Quentin, qu'est-ce que ça fait de sortir son premier album ? C'est assez particulier parce que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé à bosser sur cette BD que je l'imaginais pas forcément un jour sortir en tome. Je l'ai pas encore vu en librairie, du coup j'ai vraiment hâte parce qu'elle est sortie déjà hier mais j'ai pas encore eu le temps. Mais non, ça fait quelque chose de pouvoir tenir entre ses mains un gros bébé de 1,3 kg parce que je l'ai pesé quand même pour savoir le poids. C'est un bel objet, il a juste l'odeur que j'aime pour une BD, donc voilà, les bonnes BD de ta grand-mère. Yes, you're gonna read it, you son of a bitch. Comment présenterais-tu Stigma ? Je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire pour moi, car je suis très nul pour pitcher ma BD. C'est vraiment un cauchemar, mais je vais quand même essayer de me prêter à l'exercice. Ou alors je pourrais lire le résumé qui est marqué au dos de la BD. Et sans tricher ? En gros, tout simplement, ça raconte l'histoire de Frona, Atta et Senso, qui travaillent pour une compagnie de recherche médicale, qui se rendent sur une planète qui est supposément déserte, pour aller chercher du coup un spécimen pour leur compagnie. Et ils vont faire la rencontre de personnes d'un petit peu étranges, une sorte de groupe, de culte, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et il va y avoir un accident avec le vaisseau de ce culte-là. Et ça va les amener à s'écraser sur Orkinae, qui est du coup une planète qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont apprendre à découvrir. Et il va se passer des choses un petit peu dramatiques sur cette planète. Et comment est né le projet ? Alors le projet du coup il est né en 2016, j'étais étudiant en master bande dessinée et on était plusieurs dans notre classe à vouloir fonder un collectif, et avec ce collectif là on avait l'envie de créer des séries, des histoires, et je suis pas du tout spécifiquement un fan de SF ou un client de SF, je ne connais pas spécifiquement la SF, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire, parce que je partirais sans a priori, sans avoir d'idées en fait peut-être un peu trop cadrées. Au début j'avais des collègues de classe qui m'ont accompagné pour les tout premiers prémices du projet. J'ai mon amie Camilla qui m'a aidé un petit peu pour le design de Senso et Atta, et j'ai mon amie Catherine qui pour le coup m'a accompagné pendant 1 an et demi parce qu'elle a fait la couleur des couvertures pour les couvertures de Stigma en fait, qui étaient en couleur, car à l'époque quand c'était publié, c'était tout publié en ligne, chapitre par chapitre, c'était des chapitres de 20 pages, les chapitres étaient intégralement en noir et blanc. Tout ça, ça a été recolorisé après pour le début de l'histoire. Et passé les 15 premiers chapitres, du coup, j'ai fait une pause juste sur le projet. Et c'est pour ça que Catherine n'a plus fait les couleurs par la suite, des couvertures. Tes spectateurs sur Twitch ont-ils influencé tes décisions sur la BD ? Ça n'a pas eu d'influence sur l'histoire parce que j'avais déjà tout écrit, dans le sens où j'avais pas tout le texte. Je fonctionne pas trop en écrivant un gros pavé, tu vois, genre un livre de ce que ça va être l'histoire. Je fonctionnais plutôt par petites séquences où il y avait chaque chapitre qui était résumé en quelques phrases. Et du coup, comme j'avais déjà toute la ligne directrice, quand j'ai commencé à streamer sur Twitch, c'était au chapitre 16. Je venais de faire une pause de 1 an et demi sur Stigma. C'était la déprime, j'avais été refusé partout et j'ai bossé sur une autre BD. Et c'est le stream justement qui m'a donné envie de me remettre sur Stigma. Donc j'ai repris au chapitre 16 en fait Stigma sur Twitch, et j'ai commencé à diffuser. Donc je faisais tout ce qui est étape, par exemple l'écriture et le storyboard, je faisais ça dans mon coin, dans le sens où j'ai vraiment besoin d'être concentré pour trouver les idées, arriver à trouver les dialogues, et tout ce qui est crayonné, ancrage et couleur, par contre, ça je faisais sur Twitch. Donc les gens ont vraiment vu la BD se créer à partir de la moitié. Pour les chapitres de fin, à partir du chapitre 24, j'ai décidé de ne pas le streamer. Donc en fait, le matin, je faisais tout ce qui est retouche couleur, comme le début n'était pas en couleur. Je me suis occupé de faire tout ça. L'après-midi, en fait, je faisais sur les chapitres secrets la fin de l'histoire pour ne pas spoiler en fait les gens. As-tu changé tes habitudes pour diffuser la création de Stigma sur Twitch ? Donc le planning sur Twitch, ça a changé donc, de mon planning classique, c'est-à-dire que c'était à peu près la même chose pour le matin. Je travaillais un petit peu avant le stream et je commençais à streamer vers 8h30 jusqu'à 12h30. À 12h30, je faisais une petite pause Smash Bros avec les amis. Et je reprenais après, dans l'après-midi, vers 13h30 à peu près, jusqu'à 18h. Mais ça, par contre, c'était la partie que je ne faisais pas en stream. C'était voilà, tout ce que je préférais ne pas spoiler. Je fais un peu le tri quand je stream en disant il y a des choses qui vont être plus ou moins intéressantes à streamer. Donc, des fois, il y a des pages qui spoilent, donc j'évite de les montrer. Des fois, il y a des pages je sais pas, de dialogue, juste des personnages qui sont assis dans un restaurant qui parlent. C'est pas toujours le truc le plus intéressant. Donc, j'ai un petit tri, des fois, dans les pages en me disant ça sera plus amusant pour le stream de le garder spécifiquement voilà, à faire en live.
Sexualité, handicap sont abordés dans Stigma. As-tu un rapport particulier avec ces thématiques ? Alors, j'ai pas un rapport particulier avec ces thématiques. C'est des thématiques qui m'intéressent. Et en fait, dans cette BD, l'objectif, c'était d'essayer de normaliser ça. Dans le sens où je voulais pas que ça soit un sujet principal. L'héroïne, elle est handicapée. L'histoire, elle parle pas de handicap, dans le sens où moi, je suis pas handicapé. Donc, si jamais j'avais écrit sur ça, j'aurais été à côté de la plaque. Je préfère laisser des gens concernés écrire sur ça et faire mille fois mieux que ce que pourrait faire quelqu'un qui connaît pas cette situation-là. Mais par contre, j'avais vraiment l'envie de proposer une histoire avec des personnages variés, de faire en sorte que on voit l'héroïne pour juste qu'on se focalise juste sur qui elle est, plutôt que qu'elle soit un quota. Je voulais vraiment un peu essayer de casser ça et proposer un maximum de personnages variés. Et puis c'était surtout plus amusant en fait de jouer avec autant de personnages et de formes en fait, soit pour Senso, Atta, Frona, Wesh, Frojo. Enfin, ouais. On parle épidémie dans ta BD. Est-ce à cause du Covid ? Du coup, désolé, mais non. Parce que j'avais déjà écrit en fait l'histoire. Il y avait déjà l'épidémie dans Stigma bien avant le Covid. Du coup, je pense pas que ça m'ait influencé. Ça m'a fait me poser des questions en me demandant est-ce que j'étais pas justement à côté de la plaque pour certaines choses, vu que l'épidémie avant, il y avait quelques personnes qui avaient vécu ça. Là, tout le monde a été dans une situation, tout le monde a vécu le Covid. Ça a impacté tout le monde et c'est pas un truc que tu peux ignorer. Donc ça m'a fait juste me poser des questions sur certains moments de l'histoire, mais j'ai rien changé dans le sens où tout était déjà écrit pour toutes les grandes lignes de l'histoire. Et quand le Covid s'est déclaré, on était plutôt sur le tiers fin de l'histoire, donc on n'était pas très très loin de la résolution, quoi. Frona, Atta, Senso, comment inventes-tu les noms de tes personnages ? Du coup, pour les noms, surtout pour les noms des villes, dans Stigma, je me suis inspiré pas mal de noms bretons. Pour Boudraden, Pleonpaven, Yeningen, c'est des noms de motifs en fait. Ce qui m'avait pas mal marqué, c'est les robes bigouden. Je sais pas si tu as déjà vu les énormes robes justement que portent les bigouden. C'est tout doré et noir. Enfin, c'est un mélange de doré, noir et blanc. Il y a des motifs qui sont très étonnants dessus et c'est des motifs que j'ai beaucoup vus quand j'étais enfant et ça m'a marqué. Et quand j'ai fait Stigma, je sais pas, c'est venu naturellement de faire ça. Donc juste déjà pour les noms, pour les villes, je me suis basé sur ça. Et après pour les personnages principaux, ça a été un peu... Il y a des choses qui sont venues naturellement. Atta, c'est une amie à moi qui l'a trouvé. Frona, je crois aussi, c'est possible. Et pour ce qui est de Senso, en fait, c'est le nom anglais du Simon, le jeu qui fait... Et après, pour les autres personnages, c'est vraiment... J'essayais de trouver les sonorités qui me plaisaient. Je mettais des choses qui n'ont pas de sens spécifique. J'essaie des fro, des tra, de pro, et juste en faisant des petites choses, partir d'un nom, de quelque chose qui existe déjà, ça peut être une fleur, une plante, et changer quelques lettres aussi, ça peut aider. Prendre par exemple un prénom, changer une lettre comme Tamara, et changer avec un E, ça fait Temara. C'est des petits trucs, mais voilà, moi c'est comme ça que je me suis réapproprié un petit peu des noms que tout le monde connaissait. Quelle est ta plus grande fierté maintenant que Stigma est sorti ? Quelles ont été les épreuves pour que cette BD voie le jour ? Je dirais, ma plus grande fierté, c'est vraiment que l'album existe, qu'il soit là, que je puisse le tenir entre mes mains, parce que ça a été quand même assez compliqué, assez long pour que ça finisse par arriver. Quand j'ai commencé à démarcher, c'était en 2017 ou 2018. J'ai été refusé vraiment partout et c'était long, c'était fastidieux. Ça a failli le faire une première fois chez Casterman, mais malheureusement, ça n'a pas fait. J'avais rencontré mon éditeur, la personne qui deviendra mon éditeur par la suite, lors du festival Angoulême, des rencontres qui sont organisées au pavillon Jeunes Talents. C'est pas top comme système, mais voilà, c'était super comme rencontre. Je l'avais rencontré à cette période-là et malheureusement, il n'avait pas réussi à convaincre les autres personnes de chez Casterman à cette époque-là. Et après avoir essayé de redémarcher autre part, j'avais redessiné un petit peu les 5 premières pages pour essayer de moderniser un petit peu la BD, tenter d'autres choses. Je me suis déplacé, je l'ai publié sur plein de sites différents, je l'ai publié avec l'aide d'un pote à moi en anglais. Enfin, voilà, j'ai tout tenté en fait pour que la BD prenne ou qu'il se passe quelque chose. Et finalement, j'ai fini par la laisser tomber, la laisser de côté, parce que c'était trop éprouvant en fait de tout le temps avoir des refus, sans savoir toujours pourquoi. Des fois, c'est juste que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. D'autres fois, c'est parce qu'on disait le dessin il est trop faible, il y a, je sais pas, ou d'autres choses. Je me suis du coup lancé sur un nouveau projet BD qui malheureusement n'a pas trouvé de maison d'édition et qui a fini lui aussi par être laissé dans un dossier sur mon ordinateur. Mais justement, en ayant commencé à streamer, je me suis dit
ça vaut peut-être le coup de se remettre à bosser sur quelque chose qui te plaît vraiment. C'était Stigma. Et vraiment, c'est les gens sur Twitch, il y a des nouvelles personnes qui s'étaient mises à lire Stigma parce que c'est toujours en ligne. Ça m'a vraiment un peu motivé. Et le fait de partager, en fait, là, de ne plus être tout seul dans mon coin, de partager un peu les pages, ça m'a vraiment donné un boost. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que ça vaudrait le coup de redémarcher. Donc j'ai repréparé, je voulais repréparer un dossier, mais je n'étais pas encore prêt. J'avais préparé un nouveau dossier pour une nouvelle BD. Et je vais au Festival Angoulême 2020 et j'ai vu que dans les gens qui étaient présents, qu'on pouvait croiser, il y avait Vincent, du coup mon éditeur. Je me suis dit, bah tiens, je vais lui proposer ce nouveau projet BD qui ne verra pas le jour non plus, mais voilà. Je pars avec l'ordi de ma copine, avec tout dessus, en me disant, je vais prendre aussi les pages de Stigma. On ne sait jamais, parce qu'il y a des nouvelles pages qui ont été faites entre-temps. Je lui montre le nouveau projet BD, et elle fait « Ah ouais, c'est sympa, tout ça. » On sent qu'il n'est pas hyper emballé. Je lui dis « Mais par contre, j'ai fait de nouvelles pages de Stigma. » Et là, d'un coup, je vois un intérêt, je vois qu'il fait « Ah ouais !» Et il regarde les pages, il scrolle comme ça, il fait « Ah ouais, putain, c'est cool quand même. C'est vraiment con que ce soit pas édité. » Il y avait le graphiste de Casterman à côté, et l'échange avec lui en disant « Ouais, quand même, c'est vraiment dommage. » J'allais déménager sous peu en région parisienne. Donc il me dit « Si tu veux, on peut essayer de se faire un rendez-vous pour en rediscuter. » Et ensuite, un bon ami à nous tous est arrivé à cette période-là qui s'appelle le confinement et le Covid. Donc j'ai continué à bosser sur Stigma et on a échangé par mail avec Vincent. À l'époque, donc il n'était pas encore convaincu qu'il voulait le projet, mais il avait un intérêt qui était revenu. Et je me suis dit, bah, tiens, ce serait intéressant de lui montrer un peu tout ce que j'ai. Donc je lui ai envoyé toutes les nouvelles pages et je lui ai aussi montré mon carnet. Et ça, pour le coup, ça fait partie des choses qui l'ont convaincu parce que c'est un carnet dans lequel on a vraiment toutes les recherches sur les bâtiments, sur l'architecture. On a un peu les bios des personnages. Il y a notamment ces pages-là qui m'ont c'est la bouffe dans Stigma, où du coup je me suis amusé à répertorier les aliments, à créer des aliments, il y a des vêtements, il y a plein de choses. Et en fait, ça fait vraiment partie des choses qui l'ont aidé un petit peu à se dire, avec ça, il y a peut-être moyen pour que je représente un dossier. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est occupé de faire le dossier pour Stigma. Et que, donc il a pris ça un peu à bras-le-corps. Il a préparé tout dans son coin et il a réussi finalement, après plusieurs mois, parce qu'on a commencé, on s'est croisés fin janvier, et le moment où il m'a dit que j'avais une réunion avec eux pour en discuter, c'était en juillet. Finalement, après de longues semaines à attendre et beaucoup de stress, il m'a dit que c'était bon, il m'a appelé un après-midi, alors que j'étais sur Discord avec des amis, j'ai dit « Attendez, j'ai un coup de fil de Casterman », et donc j'ai décroché, et il m'a dit « Bienvenue chez Casterman », et donc j'étais super content, et c'était la teuf. Quelle question ne te pose-t-on jamais et pour laquelle tu aimerais donner une réponse? Est-ce qu'il doit y avoir une adaptation en manga de Premier Smack, le manga qu'il y a dans Stigma? Et du coup, c'est une bonne question. Mais si quelqu'un est intéressé pour faire une adaptation de Premier Smack, je suis complètement OK. As-tu déjà d'autres projets en tête? Alors oui, j'ai un projet plutôt de fantasy, avec des grosses guillemets, qui serait une série en plusieurs tomes, qui s'appelle Morte Sève, c'est le nom de code pour l'instant, et je vais sûrement faire les pages sur Twitch bientôt, si jamais c'est signé. Et j'avais un autre projet qui s'appelait Les Enfants du Limon, qui est pas vraiment une suite à Stigma, qui est juste une histoire qui se passe dans le même univers quelques années plus tard, après les événements qui se passent dans la BD, avec d'autres personnages. Mais je voulais vraiment que ce soit une histoire indépendante. Et pour l'instant, cette BD, elle n'est pas encore acceptée, on va dire. Et voilà pour cette interview. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci évidemment à Quentin Rigaud d'avoir répondu à mes questions et à Casterman pour m'avoir invité à les lui poser. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouvelles vidéos.